Vous regardez Midi 1 TV Afrique, soyez les bienvenus dans votre émission Croissance verte, l'émission qui vous informe sur les questions liées au développement durable et à l'environnement. Aujourd'hui, nous parlons de la sauvegarde de la mangrove au Sénégal, une biodiversité exceptionnelle entre terre et mer qui contribue à la sécurité alimentaire des communautés rurales et ralentit le réchauffement climatique. Dans la restauration de cette mangrove, le Sénégal est un bon élève. 152 millions de propagules de mangroves ont été reboisés au cours de la dernière décennie par l'ancien ministre de l'Environnement, Haïdar El Ali, avec le soutien des populations locales. Mais le combat n'est pas encore fini pour rétablir ce trésor naturel fortement dégradé dans certaines zones de la façade maritime du Sénégal. Des précisions en deuxième partie avec notre invité, M. Ousmane Ning, chargé de programme à Enda Énergie. Mais d'abord, place à notre reportage signé Deyma Redia et Bachir Yazbodjan. En Basse-Casamance, la végétation recourt à des plateaux très bas. Ici, la vie sociale et économique s'organise autour du fleuve, long de 300 km, et de ses nombreux bolons et lagunes formant un labyrinthe. Palmeraies, forêts et mangroves tapissent les paysages de rivières. La mangrove, jadis très abondante en Casamance, a commencé à disparaître depuis les années de sécheresse, dans les années 1970. Ces 3 dernières décennies au Sénégal, 100 000 hectares de palétuviers des arbres tropicaux ont été détruits, soit 40% de la mangrove du pays. Le delta du fleuve Casamance n'a pas échappé au phénomène. Nous sommes à Tobor, un village de la commune de Niamone, situé à 10 km de Ziguinchor, la capitale du sud du pays. Ici, les populations ont très tôt compris que le reboisement de cet écosystème fragile était le pilier de leurs ressources et le meilleur rempart contre la salinisation des terres. Les populations se retroussent les manches pour rééquilibrer l'écosystème de la mangrove. La commune a un bon pourcentage important d'eau et de mangroves qui l'entourent. Et très vite, les populations ont senti qu'il y avait une raréfaction du poisson et des huîtres. Et après un congrès, ils se sont rendus compte que la conséquence, c'est la dégradation de la mangrove. Et elles ont pris l'initiative de mettre en place un groupe, à mettre en place une coordination, et à partir de cette coordination se sont mis à faire du reboisement de la mangrove à partir de Tobor. C'était vers les années 2006. Avec l'appui de Haïdar El Ali, un fervent défenseur de l'environnement. L'écologiste sénégalais et ancien ministre Haïdar El Ali est surnommé docteur de l'environnement par certains. Il s'investit depuis 2006 aux côtés des villageois dans la restauration de l'équilibre de cet écosystème. Avec son association Océanium, 15 000 hectares de mangroves ont été reboisés. On a le plus grand projet de restauration de la mangrove du monde. Donc ici, on a planté plus de 15 000 hectares de mangroves. Bien sûr, accompagné des populations pour rendre cela possible. Mais nous avons managé et organisé cela et nous l'avons réussi depuis 2006. Tous les ans, on plante de la mangrove. La mangrove, cet écosystème littoral complexe, agit aussi sur son environnement en absorbant l'eau de mer et en dirigeant son sel par ses feuilles. Regardez, on voit les cristaux de sel sur la feuille. Malgré le fait qu'il a plu hier, donc les feuilles sont nettoyées. Mais quand vous venez en période sèche où il n'a pas plu, cette feuille est complètement blanche, couverte complètement de sel. Ce qui a permis à Tobor d'ailleurs de récupérer 20% de ses rizières en un peu plus de 10 ans. Avec le reboisement de la mangrove, l'écosystème se reconstruit progressivement car les forêts de palétuviers sont des nurseries pour les poissons.
Ces pêcheurs maliens installés sur ces rives depuis 2009 s'en réjouissent. Elle va apporter le poisson, elle va apporter les crevettes, elle va apporter les huîtres, elle va apporter la pluie, parce qu'elle transpire énormément. Et elle va apporter aussi une régulation par le captage du CO2 du réchauffement climatique. La mangrove est aussi une niche ici pour les oiseaux. De manière générale, ces villageois sont tous persuadés que le reboisement va donner une nouvelle vie au secteur de la pêche. Cette végétation a longtemps subi des agressions de la part des populations, quelquefois inconsciemment. Ces femmes des villages de Niamone et Tobor ont pendant longtemps pêché les huîtres dans ces mangroves. Mo jaw ni kebe jaw yoko be zien shor woji jewmi no jobe do kusol ende kusola kuma toju nyaw ga be ngare jebel ende jeli baji ya mo ting solas no kandi busana o ting no kandi busana mengi jat no puren no puru mo joyu ni ke panjima jibaji kuna ku fegi keto no bol o jo bol tu bol janu no men. Ces dernières l'ignorent certes, mais en coupant les racines de la mangrove, elles détruisent cette végétation. Et pour réparer ce préjudice, le PADERCA, projet d'appui au développement rural en Casamance, a pensé à leur mettre en place ce projet, une aubaine pour l'écosystème et pour ces femmes. Majinga jiloren toma jiloren par douzaine yep tout kanka par douzaine tout jiri njaade falafo jiwalo majiko kende ku golak ma kanya di banjat di karo yo pio jar e wala bejo e ko tate ma de kameno to ma e kamaya banjat pe ba to muri majilo ke meno. Cette aire marine protégée permettra à la mangrove de se régénérer et aux espèces de bien se reproduire afin de continuer à jouer leur rôle, nourrir les populations. Face à une raréfaction des poissons, à côté, des bassins pour l'aquaculture ont été également mis à leur disposition. Ah, original mande jido jiba joto bejo be kana manji baj. Ji kanya panji pren manjo di noime. Panji baj, panji manji wanjo be bajayto. Mo ana pour no sanken, wona baji muto. Pour moi so la so de. Comme elles sont braves, ce sont elles qui ont œuvré pour reboiser cette mangrove, cette belle verdure. Alors le père GTO est passé à Tobor pour les informer et les aider à développer ça, plus leur donner un fonds de 10 millions à se partager en fin de travail et rembourser. Les gains économiques liés au reboisement de la mangrove sont les véritables moteurs d'adhésion des populations. À 20 km de là, nous sommes à Afignam. Ici se dresse un autre facteur de blocage. Il s'agit du barrage d'Afignam. Implanté depuis 1988, cet ouvrage avait pour mission essentielle de stopper la remontée de la langue salée et de permettre de dessaler progressivement les eaux de marigot et les terres situées en amont ravagées par la sécheresse des années 70. Malheureusement, le barrage a entraîné la perte de plus de 7000 hectares
aux grandes dames des populations. On avait un barrage pour pouvoir exploiter la vallée, Henri. Mais en contrepartie, on a tué toute la mangrove et la vallée n'a jamais pu être exploitée. Il n'y a pas eu de suite, malheureusement. Que faire? Sur le chemin du retour, à quelques mètres de la sortie du barrage, on rencontre ce pêcheur qui rentre bredouille aujourd'hui. Ici, il devient très rare de trouver du poisson ou de cultiver dans les rizières. Plusieurs centaines d'hectares sont devenus un cimetière de palétuviers. Toutes les tentatives de reboisement ont échoué pendant des années, mais les populations restent convaincues qu'avec la reprise des travaux, l'espoir est permis. Les acteurs n'occultent pas pour autant les difficultés liées au reboisement. C'est difficile pour nous, planteurs, qui voyons le saccage de la ressource forestière. C'est difficile pour nous, écologistes, qui voulons restaurer nos écosystèmes, pour les besoins des populations, d'avoir à référer à des tas d'autorisations pour planter. Mais en même temps, une fois que vous avez planté, l'expert de l'ONU qui va venir contrôler ça, il faut lui payer 25 000 € à peu près, pour valider votre reboisement, disant que oui, vous avez séquestré assez de carbone et de CO2 contre le réchauffement climatique. Mais lui, il va vous coûter 25 000 €. C'est le système qui est pour moi dévoyé et le système ne permet pas aux gens comme moi de s'exprimer parce que moi, tout ce que je veux, c'est planter. Mais les mangroves, avec leur capacité à capter le CO2 et le sel, s'avèrent être des alliés de choix dans la lutte contre le changement climatique et la restauration des écosystèmes. Alors, le combat continue. Nous allons reproduire ce que nous avons réussi ici, partout dans le pays. Et je suis sûr que ça va réussir. Et ma foi, je crois que ce qui est juste à dire, c'est qu'il faut avoir énormément de foi, beaucoup de courage et beaucoup de détermination pour arriver à ces choses-là. Parce que c'est plus facile de piller, de voler la nature que de vouloir la sauver. Une prise de conscience qui pourrait redonner à cet écosystème toutes les vertus d'antan. La mangrove, un trésor naturel à sauvegarder. Nous sommes avec M. Ousmane Ding, chargé de programme à Enda Énergie. Bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour et merci. Alors, comme nous venons de le voir dans le reportage, l'ancien ministre de l'écologie s'est mobilisé avec les populations locales pour sauvegarder la mangrove. Que pensez-vous de cette initiative? Alors, il faut d'abord reconnaître l'engagement de l'ancien ministre, M. Ali Haïdar, en tant que défenseur de l'environnement, mais également en tant que protecteur de l'environnement. Je pense qu'il a mené beaucoup d'actions en faveur de la protection des écosystèmes et en particulier l'écosystème de mangrove. Il faut dire également que M. Haïdar aujourd'hui est un pilier ou bien une personne clé, donc symbolique donc, en matière donc, de restauration des écosystèmes de mangrove. Il a engagé une grande expertise en la matière et la preuve, on le connaît, dans ces zones d'intervention, il a quand même réussi à restaurer beaucoup de milliers d'hectares de mangroves. Vous parlez d'hectares également. Alors, 1000 hectares de palétuviers, des arbres tropicaux ont été détruits, soit 40% de la mangrove du pays. Nous l'avons entendu dans le reportage. Qu'est-ce qui explique cette tragédie dans ces zones humides? Aujourd'hui, on a deux facteurs majeurs qui contribuent à la destruction de la mangrove. D'abord, nous avons tout ce qui est d'ordre climatique, avec les changements climatiques, la sécheresse, la remontée des eaux salines. Et l'autre partie, c'est un peu dû à l'action de l'homme. Vous savez, au niveau de ces écosystèmes de mangrove, souvent,
les gens rentrent dans ces forêts-là pour chercher le bois. Donc le prélèvement donc, de bois, de mangrove est un facteur destructeur donc, de cet écosystème-là. Et à côté donc, de ça, vous avez certainement des pratiques souvent non appropriées d'ostréiculture, n'est-ce pas, souvent pour faire la récolte des huîtres. Donc les gens s'attaquent donc à la racine de mangrove qui porte donc ces huîtres-là. Donc je pense qu'il y a énormément de facteurs aujourd'hui. Et tout à l'heure, dans le reportage, donc, on a parlé d'infrastructures. Souvent, donc, certaines donc, infrastructures sont implantées sans prendre en compte donc, cet écosystème de mangrove. Et ça aussi, ça contribue à sa destruction. Aujourd'hui, le Sénégal fait figure de bon élève dans la restauration de la mangrove. Confirmez-vous cela? Oui, on confirme cela parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives de restauration de la mangrove qui ont réussi, qui ont connu beaucoup de succès. Et on est arrivé à un niveau de conscientisation de sorte que les populations elles-mêmes ont des initiatives de reboisement, même sans attendre le financement des partenaires ou bien de l'État du Sénégal. Donc ces populations locales se lèvent souvent toutes seules avec les moyens de bord pour aller planter donc, les propagules. Il faut reconnaître également le fait que le reboisement, c'est un élément fondamental, très bien, mais il ne faut pas tout reboiser. On ne reboise pas n'importe où et n'importe comment. Donc ça veut dire que pour reboiser, il faut suivre certaines règles parce que le reboisement devrait obéir à l'équilibre des écosystèmes. Si vous vous attelez à reboiser par exemple les zones, les vasières de reposoir des oiseaux, n'est-ce pas? Ça, c'est pas bon. Donc, je pense qu'il faut quand même prendre un peu de recul pour voir effectivement, est-ce que c'est une zone qui a été avant recouverte plutôt donc par ces palétuviers-là et essayer donc de restaurer, de régénérer donc cela en guise donc de remettre... Les palétuviers justement, les palétuviers sont les seuls arbres capables de pousser dans l'eau salée. Pouvez-vous nous expliquer leur importance? La mangrove par exemple a une particularité de pouvoir quand même de tolérer la salinité donc, de ces vasières-là. Et c'est une espèce assez particulière qui a cette capacité-là. Vous avez au Sénégal, par exemple, vous avez deux grands groupes. Vous avez le Rhizophora et l'Avicennia. Et l'Avicennia, par contre, a une grande capacité donc, de résistance par rapport à la salinité. Donc souvent, elle se positionne sur les zones où l'exposition est beaucoup plus importante en matière de sel. Et là, comme on a montré ça souvent ici dans le reportage, oui. Vous voyez donc l'excès de sel donc, qui est complètement donc, éliminé par les racines ou par les feuilles de cette espèce-là. C'est vraiment important. On a vu que beaucoup d'activités économiques dépendaient de la mangrove et donc le sort de nombreuses personnes en dépend. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur ces activités économiques liées à cet écosystème? On peut dire que l'écosystème de mangrove est le garant des moyens de subsistance des communautés au niveau de ces zones abritant donc, la mangrove. Il faut reconnaître que le rôle principal que joue la mangrove, d'abord, c'est le rôle de génération de revenus des moyens de subsistance, de manière générale. Alors, je dis cela parce qu'il constitue les zones de frayère et de nurserie pour les espèces de poissons, les huîtres, n'est-ce pas? Donc, les ressources halieutiques de manière générale. Oui. Donc, on nous dit souvent que le poisson, donc, à l'âge juvénile, passe au moins un moment donc, de sa vie dans la mangrove pour pouvoir donc, voilà, se rajeunir. Et souvent, c'est des zones aussi de reproduction de ces espèces-là avant donc de rejoindre la mer. Alors, il y a certaines structures et communautés locales qui s'engagent pour sauvegarder la mangrove, mais qu'est-ce que l'État peut faire de plus pour faciliter le travail de ces volontaires, mais également prendre des initiatives pour éviter une catastrophe à l'avenir? D'abord, il faut dire que l'État, dans ses politiques, a quand même des programmes de restauration. Et aujourd'hui, par rapport aux documents du Sénégal sur la lutte contre les changements climatiques, la CDN, la contribution nationale déterminée, a des objectifs quand même forts en matière
de restauration forestière, mais également ces restaurations-là concernent l'écosystème de mangrove. Donc l'État met en place des politiques et est en train de les exécuter également à travers donc, certaines agences, certaines directions, etc. Alors, l'État appuie les communautés locales parce que sur place même, vous verrez donc les agences, les structures déconcentrées et décentralisées qui appuient les communautés locales dans leurs initiatives de reboisement. Donc il faut dire que l'accompagnement de l'État est très présent dans ces zones-là, mais également l'État joue le rôle de contrôle, mais également de sauvegarde donc, de ces écosystèmes-là. Très bien. La plus grande réserve de tourbières se trouve en République démocratique du Congo. Ces tourbières contiennent l'équivalent de 3 ans d'émissions mondiales de CO2. Selon les scientifiques, sont-elles fondamentales pour la lutte contre le réchauffement climatique? Je confirme cela parce que c'est des sols humides qui concentrent une capacité extrêmement importante de CO2. De végétation, et ces végétations-là captent le CO2. Je pense que pour le cas du Congo, ces réserves tourbières-là sont à préserver. On a parlé donc des accords donc, de Brazzaville allant dans le sens donc, de la conservation de ces réserves-là. Je pense qu'il faut renforcer donc, ces mesures de conservation-là, réduire ou bien éliminer définitivement toute tentative d'exploitation inappropriée donc, de ces réserves-là. Pourtant, si elles sont fondamentales, comment expliquez-vous qu'il y a si peu d'initiatives pour protéger ces zones humides dans certains pays africains, notamment la République démocratique du Congo ou encore le Congo? Tout dépend de l'engagement de l'État et de la politique que l'État va mettre en place pour arriver à conserver durablement ces écosystèmes-là. Si la volonté y est et que les politiques sont claires et que les autres partenaires au développement s'investissent dedans, parce que ce n'est pas seulement l'affaire de l'État de préserver ou bien de protéger. Nous avons l'appui des ONG, par exemple tout ce que ENDA fait dans le domaine de la restauration des écosystèmes, avec des projets sur la pêche durable qui engage beaucoup d'activités de reboisement, n'est-ce pas, et également des activités génératrices de revenus au profit de ces communautés-là. Alors il faut dire que durant donc, le déroulement de ces activités-là, non seulement nous avons l'action de l'État, la présence de l'État avec l'appui des services techniques, nous avons également la présence des collectivités locales qui accompagnent également ce processus-là. Et il faut reconnaître que les initiatives pouvaient être, disons, élargies au moment où, ou bien dès l'instant qu'on essaie donc de faire approprier les populations par rapport à ces questions-là. Si c'est fait toutes seules, de manière individuelle ou bien collective, les populations peuvent donc initier et porter donc des projets de reboisement et les mettre en œuvre sur le terrain. C'est tellement capital lorsqu'on parle du dioxyde de carbone. Une fois les arbres coupés, le dioxyde de carbone se retrouve dans l'air. Cela peut-il renforcer les climats extrêmes qu'on voit dans le monde? La forêt, de manière générale, est souvent constituée comme le puits de carbone. Parce que souvent, la forêt, les espèces végétales ont la capacité de capter le CO2 et de libérer l'oxygène que nous bénéficions, que nous respirons. Il faut dire que si on se met à détruire donc, cette forêt, donc hélas, ça veut dire que nous, on est en train donc de scier sur la balance à laquelle on est assise. Très bien. Alors l'État prend les initiatives, également les communautés rurales. Pensez-vous qu'il faut encore plus d'efforts du côté des organisations rapidement? Oui, ils sont très forts parce que souvent l'État donne des contreparties, souvent même financiers, en dehors des appuis techniques aux projets, aux ONG pour pouvoir les accompagner dans leurs initiatives de reboisement. Très bien. C'est la fin de cette émission. Merci, Monsieur Ousmane Ding. Je rappelle que vous êtes chargé de programme à ENDA Énergie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Merci encore pour l'invitation. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Croissance Verte sur Medi 1 TV Afrique.